Pendant de nombreuses années, y compris actuellement, tu as parlé très positivement de la France. Tu adores l'histoire française, la culture française. Je pense que cette situation, cette erreur historique qui a été commise envers toi, c'est, pour faire simple, une énorme erreur d'un point de vue, relations publiques pour la France. Il n'y a aucun entrepreneur aspirant potentiellement à être le prochain Pavel Durov pour créer le prochain Telegram qui, en voyant ça, souhaitera opérer en France. Il y a, il n'y a aucune justification pour cette arrestation. La loi n'est pas, appliquée. Il y a toutes sortes de pressions, toutes sortes de, comportements qui semblent, politiquement motivés, de réglementation excessive et de bureaucratie. C'est un cauchemar pour l'entrepreneur qui rêve de créer quelque chose d'impactant et de positif. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il faut corriger dans le gouvernement et le système français? Et en prenant du recul, parce qu'on peut voir des choses similaires en Europe, des choses qui pourraient aider les entrepreneurs, qui pourraient permettre d'inverser la tendance de ce qu'on semble voir en Europe, qui est en train de devenir de moins en moins accueillante pour les entrepreneurs. Que peut-on faire? Que doit-on corriger? Je pense que la société européenne doit décider si elle veut que la croissance du secteur public ne cesse d'augmenter sans arrêt. Selon eux, quelle est la taille idéale du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, si on prend la France par exemple, qui est un beau pays, avec beaucoup de gens talentueux, eh bien, les dépenses publiques représentent 58% du PIB du pays. Ça, c'est, je pense, autant, voire même peut-être plus, qu'aux dernières heures de l'Union soviétique. Et donc, il y a là un déséquilibre, dans lequel il y a beaucoup plus de gens qui représentent l'État français que de gens qui essayent plutôt de faire avancer l'économie du pays en créant de bons produits et de grandes entreprises. Le domaine des startups et le domaine des réseaux sociaux a été énormément impacté par cette situation. Je me souviens, il y avait une grande startup dans ce, dans ce domaine en France il y a une dizaine d'années. C'était un réseau social basé sur ta position. Elle a finalement été vendue à Snapchat, mais avant qu'elle ne soit vendue, le fondateur m'a demandé s'il devait vendre. Je lui ai dit non, ne vends jamais. Tu as un produit excellent, tu as beaucoup d'utilisateurs, tu as du succès dans de nombreux pays. Et c'est vraiment la première success story de ce genre en France. Mais il l'a vendu quelques semaines après. Plus tard, on s'est rencontrés, il était passé à autre chose, mais on s'est vu et je l'ai interrogé. J'essayais vraiment de comprendre ce qui s'était passé. Et alors, une des choses qu'il m'a expliqué, c'était que pendant qu'il essayait de diriger son entreprise, alors qu'il était en concurrence avec Facebook, Instagram, Snapchat, avec toute cette pression des investisseurs, en essayant d'embaucher les meilleures personnes et de les persuader de venir à Paris. Et il a fait du bon travail d'ailleurs. Mais pendant qu'il essayait de faire tout ça, il était également sous le coup d'une enquête vraiment stupide, impliquant encore des problèmes de protection des données. Et ça a duré une éternité. Et ça a progressivement saigné toute son équipe et son entreprise elle-même. Des interrogatoires constants. Des demandes de divulgation. Tu sais, c'est une nouvelle entreprise. Hmm. Donc, le niveau de stress a augmenté considérablement et à un moment donné, je pense que la pression était trop forte. Et donc, il a décidé que c'était plus simple de la vendre. Au final, tout ça était en vain. Il n'y avait pas de problème. L'enquête s'est terminée, autant que je le sache, sans qu'aucune infraction ne soit découverte. Mais ce genre d'enquête, elles ont un véritable coût. Et à moins que la société ne comprenne enfin le coût réel de ces projets, de ces entreprises, des startups qui ne sont jamais créées ou qui sont vendues aux États-Unis à un stade très précoce,
ou à d'autres pays, et que ça entraîne une diminution de la croissance économique, rien ne changera. Et il me semble qu'on a parlé à un gars, il y a quelques jours, qui a quitté la France et démarré une entreprise ici à Dubaï. Et une des raisons pour ce départ, c'est que le gouvernement a lancé une enquête sur son entreprise. Dans le cadre de l'enquête, ils ont gelé ses comptes bancaires. Et c'était une enquête au sujet des impôts. Elle a duré de nombreuses années. Je crois qu'il a dit 8 ans. Et du coup, au bout de ces 8 ans, le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien d'irrégulier. Genre, c'est bon, tout est en règle. Pendant ce temps, ses comptes bancaires professionnels étaient gelés. Son entreprise a sombré. La seule chose qui lui a permis de vraiment survivre, de ne pas jeter l'éponge et de ne pas devenir fou, c'est d'avoir déménagé à Dubaï et d'avoir lancé une nouvelle entreprise qui a eu un succès incroyable. Et maintenant, il enrichit cette ville dans laquelle on est en ce moment avec ses grandes idées novatrices. Et d'ailleurs, tu sais, ayant interagi avec lui, il y a comme un feu dans ses yeux, l'esprit humain qui alimente l'entrepreneuriat, quoi que ce soit. Et rien ne l'oblige à faire tout ça. Il a déjà gagné beaucoup d'argent. Il a probablement besoin de rien faire, mais il veut toujours créer. Et c'est ce feu qui alimente les grandes nations. Construire, toujours construire de nouvelles choses, se développer, tout ça. Et la réglementation abusive étouffe ça. Il faut prendre soin de ces gens-là. Ouais. Mais on dirait que le peuple français, en partie, a été induit en erreur. Je ne sais pas depuis quand ça date, peut-être de la Révolution française, mais ils s'imaginent que les entrepreneurs sont en fait leurs ennemis. Ce sont les riches, fourbes et mauvais, qui sont la cause de tous nos maux et que si seulement on pouvait les forcer à partager leurs richesses, si sournoisement acquises, avec le reste de la population, alors tous les problèmes seraient magiquement résolus. Mais en fait, en réalité, beaucoup de ces gens qui créent de telles entreprises avec ce feu dans les yeux, ils sacrifient leur vie et leur santé physique et mentale. Ils travaillent 20 heures par jour. Ils subissent une quantité de stress immense pour pouvoir réaliser leur vision et apporter de la valeur et des progrès à la société qui les entoure. Ils créent des emplois. Ils offrent des services excellents. Ils créent des biens de valeur. Ils développent ton pays. Ils rendent ton peuple fier. Il faut vraiment les chérir. Mais que leur fait le système? Il les fait fuir leur propre pays. Et je sais pas, peut-être que quelqu'un dans l'administration fiscale aurait décidé de faire avancer sa carrière à tes dépens, et peut-être qu'il était, tu sais, trop ambitieux et pas trop malin, et donc, résultat, l'entreprise est en ruine. Et maintenant, le même entrepreneur avec qui on a parlé est invité à revenir en France d'ailleurs. Il lui offre des conditions vraiment bonnes. On lui a demandé s'il allait ouvrir une nouvelle enseigne sur les Champs-Élysées, qu'il allait avoir le meilleur emplacement. On lui dit qu'ils vont en financer une partie, qu'il aurait des réductions d'impôts, et il a dit « Jamais, oubliez ça, c'est impossible. Je reviendrai jamais en France. » L'expérience l'a traumatisé, et pourtant il est français. Il est né là-bas. Il a un passeport français. Donc, à moins que ce genre de choses ne change, la France, et le reste de l'Europe, continuera de se débattre pour sa croissance économique, les déficits budgétaires, le chômage et tous les autres indicateurs sociaux et économiques pertinents. Ouais, ça me fend le cœur. De mon côté, j'apprécie la valeur historique et culturelle de beaucoup de ces nations. Et j'espère que l'Europe et la France pourront prospérer, mais les éléments requis pour prospérer ne sont pas là.